Amadou Vamolke, ancien directeur de la CRTV, a été condamné mardi à une peine de prison sévère. 12 ans pour détournement. Et bien sûr, lorsqu'on entend cela, beaucoup dansent en disant qu'il faut vraiment punir les grands voleurs. Sauf que pour le cas de Amadou Vamolke, puisque les grands voleurs sont bel et bien tapis dans l'ombre, eh bien, c'est encore le théâtre d'un régime qui pratiquement essaye de diaboliser les modèles, qui essaie de ternir l'image de tous ceux qui ont essayé au moins de montrer quelques signes d'exemplarité. Le procès d'Amadou Vamolke est un procès encore kafkaïen, un procès parodique qui montre encore jusqu'où notre justice est cynique. Arrêté le 29 juillet, et il y a de cela pratiquement 6 ans, 7 ans même, Amadou Vamolke a été trimballé au palais de justice plusieurs fois. Jamais on n'avait vu ça pour un procès. Même celui de Ben Laden n'a jamais été si long, avec autant de renvois. On vous arrête, on vous met en prison, et après, on cherche les éléments pendant 7 ans. Et on fait 151 renvois avant de vous dire que vous êtes finalement condamné à 12 ans de prison pour détournement. Et on vous dit, vous devez payer une amende de 47 millions. Seigneur, il a donc détourné 47 millions. Quand Amadou Vamolke se fait arrêter, eh bien, on nous fait comprendre qu'il a détourné 33 milliards de francs CFA. Et par la suite, il y a une condamnation qui arrive. On nous dit que non, en fait, selon l'audit, c'est plutôt 20 milliards. Et ensuite, on nous dit non, 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 il n'y a même pas eu condamnation. Bon, on était encore en train de faire des recherches. On a trouvé que c'est 14 milliards et demi. Et en fin de compte, vous dites qu'il doit payer une amende de 47 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Cherchez l'erreur. Tous ces milliards-là, lorsqu'on les détourne, eh bien, on nous montre d'abord où sont les comptes d'Amadou Vamolke. Est-ce que cet argent s'est envolé? Puisque cet argent, quand il est détourné, il va dans certains comptes. Quels sont donc les comptes d'Amadou Vamolke qu'on a eu à saisir? Deuxième des choses, eh bien, ces comptes comptaient combien d'argent? Au Cameroun, 0. On n'a pas trouvé. L'argent qu'on dit pourtant que quelqu'un a détourné, cet argent a-t-il été caché sous son lit? Et puis la police, la gendarmerie, ils n'ont pas réussi à casser son lit ou bien à fouiller son matelas pour retrouver les 33 milliards ou les 14 milliards. Mais tiens, ils vont vous dire que c'est à l'étranger. À l'étranger, il y a ce qu'on appelle les commissions rogatoires. Lorsqu'on vole au Cameroun et lorsqu'on transfère de l'argent à l'étranger, eh bien, il y a bien des traces. Et l'État du Cameroun demande justement à la justice de ce pays tiers de collaborer et de lui fournir des éléments. C'était ainsi fait quand il s'agissait des autres. Mais pour Amadou Vamolke, 151 renvois. Et on ne voit pas là où est parti de l'argent. On voit tout simplement qu'il y avait eu un rapport de l'audit qui dit que
Amadou Vamolke, eh bien, avait détourné dans un compte, et ce compte-là, c'est en 2017. Un compte qui a été ouvert en 2017, quand lui, il était déjà en prison. Vous comprenez quelque chose? Et cet audit a été commandé par qui? Charles Ndongo, son successeur. Et il est parti choisir qui? Un comptable, dit-il. Comment il appelle ça? Belibi Belinga. Baby. Et comment il a choisi cet auditeur-là? Eh bien, en 2016, il passe par le gré à gré, ce qui est interdit par la loi camerounaise. Et pourtant, il a sollicité le ministre des Travaux, des marchés publics, qui lui a bien dit, vous ne pouvez pas, monsieur Charles Ndongo, passer un marché de gré à gré par rapport à ces sommes, surtout que on a tellement de cabinets que il faut faire au moins un appel d'offres sur 3 cabinets. Charles Ndongo n'a pas écouté. Charles Ndongo est parti prendre son ami, nous le présentons comme étant un docteur d'État à Paris, sorti de l'école de commerce, sauf que de toutes les fouilles que nous avons faites, cet homme n'a jamais rien eu à Paris. Et le pire, c'est que Charles Ndongo va faire que ce monsieur fasse un audit faux et surfacture ses travaux. On va partir de 60 millions et finalement, Charles Ndongo va faire qu'on paye plus de 76 millions. Un marché de gré à gré. Et c'est ce monsieur qui va donc rédiger ce faux rapport en disant que Amadou Vamolke avait donc dans son compte datant de 2017 la somme de 2 milliards 143 millions de francs CFA sortant bien évidemment des détournements des redevances audiovisuelles de la CRTV. Vous comprenez quelque chose? Quelqu'un n'était plus à la CRTV? Quelqu'un est en prison? Et il a réussi à détourner à l'époque de Charles Ndongo. Comment ça? Tout cela montre le caractère faux et le caractère manipulateur de cet individu qu'on appelle Charles Ndongo, qui pourtant était le bras droit d'Amadou Vamolke qui était déjà malade. C'est lui qui faisait tout. Et pourtant, il était là uniquement comme l'envoyé spécial de Paul Biya pour clouer Amadou Vamolke. On reproche à Amadou Vamolke qu'il a obtenu, par exemple, des congés gratuits. Enfin, les congés illégaux, financés à 16 millions de francs CFA. Qu'il ne veut pas les obtenir. Que ça c'est faux, c'est grave ça. Sauf que Amadou Vamolke répète que, attendez, quand j'arrive à la CRTV, vous m'avez proposé, comme mon prédécesseur, un salaire de 8 900 000 francs CFA, c'est-à-dire 9 millions par mois. J'ai refusé ce salaire et j'ai écrit au chef de l'État, Paul Biya, que je préfère plutôt avoir un salaire divisé peut-être par 3. Et c'est comme ça qu'on lui a donc offert, on lui a donné un salaire de 3 600 000. Donc, admettons donc, comme ils disent qu'il a bénéficié des congés pendant les 11 ans qu'il a été là. Il a permis à l'État du Cameroun d'économiser 600 millions. Son argent qui lui revenait de droit. Mais en tant que patriote, il a dit, la CRTV est dans un état de délabrement avancé parce que quand il arrive, il faut le savoir parce que moi, j'étais encore, avant l'arrivée de Vamolke, directeur de Radio Sampo, où je battais la CRTV avec mes animateurs. Nous, on pouvait avoir une voiture de service, alors que la CRTV n'avait pas de voiture de service.
La CRTV avait 2 banques de montage et s'arrêtait d'ailleurs à minuit. C'est moi qui, à l'époque, quand j'étais à la CRTV sans être payé, à l'époque de lui, à l'époque de Mendoza, c'est moi qui faisais l'émission. C'est moi qui ai créé l'émission. Non seulement le tourbillon hit parade, mais le super boom du samedi soir. La CRTV fermait à minuit. Pourquoi? Parce que les techniciens n'avaient pas de moyens pour pouvoir produire quoi que ce soit. Il fallait que je me débrouille à ramener un technicien tel André Wodo pour qu'il puisse même réaliser cette émission-là à nos petits frères. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas payer, puisque moi-même, je n'étais pas payé. C'était de la passion pour qu'on puisse quitter finalement à 1h du matin. C'est donc Amadou Vamoké qui est le directeur qui vient faire que la CRTV passe à 24h sur 24. À l'époque, quand il arrive, la CRTV, au village de Paul, il n'y en aimait pas. Parce que les émetteurs qu'on était parti prendre avec la complicité de Jacques Famandongo étaient des vieilleries des Siemens qui ne fonctionnaient pas. On avait dit à Bia que la CRTV sera sur satellite. À Gagoué, il n'y avait pas de CRTV. En Gandé, il n'y avait pas de CRTV. À Kribi, même, il n'y avait pas de CRTV. À Maroué, il n'y avait pas de CRTV. C'est donc Amadou Vamoké qui a réussi à remettre la CRTV sur orbite et qui a réussi à faire qu'il y ait des caméras, puisqu'il partait louer les caméras amateurs au quartier, chez des particuliers. Il partait d'ailleurs faire des montages au quartier, puisqu'il n'y avait que 2 banques de montage dans une chaîne de télévision d'État. Amadou Vamoké a été audité par l'Agence de régulation des marchés publics. Comment vous voulez me faire comprendre que ni le Consupé, ni l'Agence de régulation, ni la NIF n'ont trouvé une mauvaise gestion sur Amadou Vamoké? Bien au contraire, il a été félicité. Puisque, effectivement, sur 600 DG répertoriés par l'Agence de régulation des marchés publics, on avait trouvé que, et c'est d'ailleurs un sudiste qui avait décerné ce prix, Amadou Vamoké, parce qu'il s'appelle Ndoumoumou, et il lui avait offert le trophée comme le meilleur maître d'ouvrage, parce que les ministres, lorsque vous passez les marchés, on vous appelle maître d'ouvrage, voilà. Or, les autres, ils volaient. Lui, que ce soit à la Sopecam, que ce soit à l'imprimerie nationale, il redressait, il n'y avait jamais d'affaire de gombo, il n'y avait pas de corruption. Voilà un monsieur intègre. Voilà un monsieur qui a refusé le faux. Voilà un monsieur à qui on a proposé des faux marchés et qui a dit non. Je veux plutôt prendre des experts. Que ce soit pour la passation des marchés, c'est eux qui vont décider. Ils vont voir les offres différentes et comme ça, ils prendront la meilleure. C'était en toute transparence. Mais au Cameroun, tous ceux qui sont transparents, on ne les fait pas. On dit, ils nous empêchent de manger. On a donc pris quelqu'un à qui vous ne trouviez aucune erreur de gestion. Vous dites que tout simplement, il a donné de l'argent, c'est-à-dire que les compléments de salaire aux agents du ministère des Finances qui travaillaient à la CRTV. Ce n'est pas que ça allait dans ses poches. Hein. Il a fait virer l'argent aux agents de l'État qui étaient affectés à la CRTV et qui attendaient leur argent depuis. Il a fait. Le ministre de la fonction, le ministre des Finances était bien d'accord. Et après, on vient lui dire que non, c'est un détournement parce que ce n'est pas le conseil d'administration qui t'a donné l'autorisation. Mais cependant, même comme tu as apporté des bénéfices, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tout ça, égal détournement. C'est très grave, détournement. Cynthia, où sont donc ces détournements? Où est donc parti cet argent? Puisqu'aujourd'hui, le tribunal criminel spécial, comme j'ai dit, après 151 audiences, inflige à ce monsieur une peine
lourde, alors qu'il est malade. Et c'est ce qu'il était en train de dire dans ses plaidoiries. Que vous voulez que je meure, je tiens encore. En réalité, c'est parce qu'on veut le tuer. Le tuer, ça fait partie d'un complot contre les élites nordistes, les cerveaux nordistes, en 7 ans de succession. Amadou Vamoulke fait partie des victimes d'un réseau qui a décidé de confisquer le pouvoir et de détruire tous ceux-là qui peuvent représenter un danger parce que non seulement intellectuellement ils sont assis, mais surtout ils peuvent avoir une certaine crédibilité. C'est ainsi que tout tourne autour du réseau Marafa et du G11. Amadou Vamoulke ne bénéficie pas des soins. Bientôt, il sera paralysé. Puis il va mourir. Et ce sera oublié. Parce que c'est des crimes bien organisés. Comment vous pouvez comprendre que les autres qui ont volé de fortes sommes bénéficient des évacuations sanitaires, mais un journaliste qui a été reconnu par l'ONU, la Commission des droits de l'homme, et même ce qu'ils appellent souvent le comité de travail, comme quelqu'un subissant des injustices politiques, comment voulez-vous qu'on lui refuse ne serait-ce que cette évacuation-là lorsqu'on sait qu'il y a l'ancien ministre des Finances qui a pris un avion, un jet privé avec champagne. Il est revenu? Jamais. N'est-ce pas qu'il vit aux États-Unis? Lorsqu'on sait qu'avant lui, d'autres ont bénéficié de ça, même ceux qui n'étaient pas ministres, comme l'Office Fosso, ils sont à l'étranger pour se soigner. Et parfois logés même par l'État et soignés par l'État, alors qu'on dit qu'ils ont détourné. Voilà quelqu'un qui, dans sa cellule étroite, exiguë, vous allez voir qu'il n'a même pas, même un habit, même les sandalettes, il n'a pas. Il est dans une pauvreté alors que les autres vivent dans des quartiers hyper spacieux. Pas hyper spacieux, mais tout au moins assez spéciaux, où il ne manque de rien. Amadou Vamoulke, comme je l'ai dit, c'est un réseau qui a été établi depuis, et comme je le dis, voilà Charles Ndongo, qui est DG. Je vous le dis, par exemple, c'est des détournements. Quand il fait venir un auditeur, sans passer un appel d'offres. Et cet auditeur, je vous le dis, par exemple, il y a un deuxième auditeur qui est venu, Bokono, and Partners. Cet auditeur, sur le même travail, il prend moins de 10 millions. Mais l'auditeur de Charles Ndongo prenait 76 millions. Et Charles Ndongo est là. La surfacturation de tout le matériel, Charles Ndongo est là. Pour la canne, Charles Ndongo est là. Ceci et cela, Charles Ndongo est là. Parce qu'il est, dit-il, il parle la même langue que le président de la République. Et il est venu, il a fait des faux rapports pour dire que Marafa faisait aussi partie du G11. Et que c'est pour ça qu'il ne laissait pas passer certains reportages qui étaient favorables à Paul Biya, mais bien au contraire, préparait le coup que c'est par là qu'on va annoncer la prise du pouvoir du G11. Voilà les malheurs de Marafa. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui sont assassinés de façon discrète, sans qu'on ne sache dans quelles conditions est-ce que cela se fait. Parlons de Marafa, avant de revenir sur les autres assassinats ciblés. Et il faut savoir que Marafa, s'il se retrouve là,
c'est parce que il a été trahi. Il a été trahi par un câble américain. Le câble américain est sorti en 2010 dans le dossier Wikileaks. C'est dans ce câble, avec beaucoup d'informations, qu'on apprend donc que l'ambassadeur américain avait chargé cette femme qui était bien évidemment assise sur le département politique de faire un rapport à Washington sur un entretien qu'il avait eu avec Marafa en 2006. Dans cet entretien, Niels Magard va expliquer que Marafa lui a dit que si Paul Biya ne se présente pas à l'élection présidentielle, il sera candidat. La femme qui va faire le rapport s'appelle Brucker Catherine. Elle envoie ça à Washington. Mais maintenant, lorsqu'il y a le scandale de Wikileaks en 2010, eh bien, Paul Biya découvre donc que Marafa veut devenir président. A l'ambition de devenir président, si jamais lui, il ne se représente pas. En ce temps, ils ont fabriqué un truc en disant c'est le G11 qui veut prendre le pouvoir. Et on va donc convoquer, il va convoquer Marafa dans son bureau pour lui dire que, bon, écoute, vraiment, est-ce que tu es prêt à devenir, parce que, qu'est-ce que tu penses de l'élection de 2011 et tout ça? Marafa va lui dire que, mais, voilà, comme vous avez demandé, est-ce que, si je suis prêt, est-ce que vous ne voulez plus partir? Si vous ne partez pas, je peux bien porter ma candidature. Mais je vous déconseille, si vous sentez que vous êtes déjà fatigué et tout et tout. Paul Biya lui dit, ok, appliquez-vous donc pour que vous serez candidat. C'est en ce moment qu'on déclenche donc la fausse opération Épervier. Est-il interdit de rêver d'être président? Ali, tu avais appelé Paul Biya, c'est un nordiste. Pourquoi aujourd'hui Paul Biya, qui prétend être l'ami des nordistes, déteste tant les nordistes et veut les éliminer tous? C'est comme ça qu'on arrête Marafa. En disant complicité intellectuelle des détournements sur un avion de 2001 où on va voir, on va arrêter toujours les attendements, on va arrêter tout et tout et tout. Marafa est gardé au 7. Mais c'est lui-même qui était dans le cerveau. C'est-à-dire que Yves Michel Fosso, on ne sait pas là où lui il est parti. Je vous ai dit que je l'avais vu à Paris, à la gare de l'Est, en train de siroter son petit jus. Marafa est gardé et va mourir au 7. Les gens qui gardent Marafa, c'est comme si tu gardais le plus grand terroriste. Donc, dans un centre militaire, pire que Guantanamo, il est dans une cellule de 3 mètres sur 4. Et on a installé des brouilleurs de téléphone. C'est-à-dire qu'il ne peut avoir aucune communication de l'extérieur. Marafa ne voit plus. Il est presque aveugle. Et Biya refuse qu'on le soigne. Il va mourir, comme j'ai dit. Avec, bien évidemment, Vamoulke. Vamoulke, mais lui aussi, c'est la même chose. C'est le complot contre le Grand Nord, contre le Septentrion. Parce qu'on dit qu'il est proche de Marafa. Charles Ndongo réussit à faire croire ça aux gens, à obtenir des enregistrements, même avec des imitations de voix. Et comme Paul Biya aime ça. Ah bon? Voilà donc Marafa. Et le régime a poussé sa cruauté jusqu'à faire assassiner celle qui était sa secrétaire. Elle sera assassinée parce que c'est elle qui avait des documents, parce qu'ils ont peur que Marafa maîtrise un certain nombre de choses.
Et comme Marafa avait étudié au Kansas, c'est quand même un diplôme en pétrochimie. C'est un monsieur très brillant. Madame Catherine Sopo, c'est comme ça qu'elle a été assassinée le 24 avril 2014 chez elle. Parce qu'elle détenait tous les documents de Marafa. Elle avait été secrétaire particulière de Marafa pendant plus de 20 ans. 3 individus vont arriver chez elle. Tous les voisins ont vu. C'est un commando en civil. Des gens envoyés par le gouvernement. Ils vont arriver chez elle. Ils vont ressortir après 10 heures de temps. Ils vont l'assassiner. Jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête, aucun résultat pour un meurtre aussi grave. Regardez ce qu'il y a encore eu plus tard, à savoir Alim Garga, Alim Ayatou. Vous avez pu le constater. Il est secrétaire d'État, il a été nommé par BIA, il était tout content. Secrétaire d'État au ministère de la Santé depuis 1996. Et il avait confiance en ce régime-là. Et puis, il se disait que certainement, quand on a dit, quand le scandale du Covid a éclaté, celui-là qui pourtant était le Lamido de Garoua, a cru qu'il devait bénéficier au moins d'une certaine protection. Il a dit cela, il a donné les noms à Biya, comment ça a été détourné par ces gens, par les gens de son gouvernement, par les gens de son régime. Ils sont partis dire, ils ont monté un complot. Kalim Ayatou était dans un réseau avec Marafa pour prendre le pouvoir, pour renverser le régime. Et que s'il a voulu balancer les noms, c'était pour créer le mécontentement, qu'il a contacté la presse pour mener une insurrection. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le 5 avril 2021, on est venu vous dire quoi? Qu'il est mort d'arrêt cardiaque. Où est l'autopsie? Comment il est mort d'arrêt cardiaque? Vous avez vu même la dame qui était proche d'elle, qui a été brûlée dans une boîte de nuit, où les Ndongo étaient les premiers à partir. Mais c'est quelle coïncidence ça? Que ce monde-là meurt comme ça? Et vous ne vous posez même pas de questions. Que mais tiens, on est là toujours en train de parler Covid. Et subitement, un grand nom sort. Mohamedou Dabo. Mohamedou Dabo. On vous dit que non, il est mort. On vient de le trouver le 18 décembre 2022. Tout le monde l'a vu debout. Et tout ça. Après, on dit qu'on est parti le trouver qu'il est mort dans son bureau. Comme d'habitude, malaise, arrêt cardiaque. Ah, la notice ici. La maladie est héréditaire. Tous les millionnaires, milliardaires, voulais-je dire, et tous les intellectuels du septentrion là. J'ai dit, hein, l'arrêt cardiaque vous a fait comment tous ces derniers temps-ci? Vous ne vous posez pas de questions? 0 autopsie. Il avait quel âge? Après, ils vous disent que non, il avait quelques petits problèmes de santé. Même chose pour Garga Alim Ayatou. Oh non, il avait quelques petits problèmes de santé. Et puis, voilà, on n'a pas voulu aller. Mais si on n'a donc pas voulu qu'il soit évacué. Et pourtant, il est allé travailler, non, il n'était pas couché chez lui. On le trouve mort comme ça. Il n'y a rien. Comment vous pouvez imaginer que ce monsieur soit au centre de toutes les affaires actuellement du Cameroun? Parce que
lorsque le scandale Covid éclate quand même, parce que je dis quand même que si le Covid étudie tous ceux qui ont eu à parler ou à toucher au fond Covid ou ont eu à traiter, et si eux tous ils doivent mourir d'arrêt cardiaque, il y a quand même un problème. Il a été cité, puisque dans le rapport de la Chambre des comptes, on cite bel et bien son nom, avec son entreprise, Medline Medical, SA Cameroun, qui a gagné des marchés pour donner les tests Covid. Ces marchés ont été confirmés ou alors ont été faits par le Premier ministre Joseph John Kouté. C'était en juin 2020. C'était des marchés de 33 milliards. Et après, on vient maintenant nous dire qu'il y a eu surfacturation, selon la Chambre des comptes. Mais le gars se défend et dit que mais ce n'est pas moi, il y avait ceci et cela. On dit non, calme-toi, tu ne vas pas parler. Bien évidemment, c'est quand même suspect qui a validé les tests Covid à 17 000 francs CFA, alors qu'on dit que ça devait coûter plutôt 2700 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une surfacturation de 4. Et après, on va dire que l'État du Cameroun a perdu 14 milliards. Mais cet argent-là, il est sorti comme ça. Puisqu'on a sorti 24 milliards 500 millions. Mais est-ce qu'il a mangé ça seul? Qui a fait ça? Qui était avec lui? Pourquoi est-ce qu'on a subitement arrêté les enquêtes? On dit que, allons à l'Assemblée, on dit non, ce n'est plus ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas procédé aux arrestations? Il disait qu'il veut un débat public. Pourquoi est-ce qu'on a refusé? Qui lui donnait ce marché? Et pourquoi est-ce qu'il a été interdit de sortir donc du Cameroun alors qu'il est malade? Vous ne l'arrêtez pas et vous empêchez qu'il sorte du Cameroun. Ce qui est extraordinaire, c'est toujours... Ils sont de la Damawa, ils sont ceci et cela. Ah oui, Léopold Biya va souvent faire sa campagne. Léopold Biya dit que c'est la fille aînée du Grand Nord. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que ce régime s'est mis à dire que Mouhamadou Dabo était déjà l'un des cerveaux de ceux qui voulaient que le pouvoir retourne au Nord. Et qu'il était capable de financer cela parce que, en tant que consul honoraire de la Corée du Sud, il avait des relations. Il faut quand même savoir que c'est l'un des plus grands milliardaires du Cameroun qui vient de partir comme ça. Il faut quand même savoir que ce monsieur qui nous a été présenté comme le monstre le plus grave, le plus dangereux qui veut renverser le régime Biya, qui a détourné tous les fonds, mais que c'est lui quand même qui est venu avec 44 milliards pour la construction de l'hôpital général de Garoua avec l'équipement de 400 trucs, voilà, comment est-ce que je peux dire? Que ce soit des machines et autres. Et il faut quand même se dire que c'est ce monsieur qui est venu équiper ce qu'ils appellent le Curie, c'est-à-dire que le centre d'urgence de l'hôpital central. Et puis, celui qui est venu avec les Coréens, vous nous avez présenté que maintenant les Coréens viennent avec la couverture santé universelle. Qui était derrière? Bien évidemment, Mouhamadou Dabo. Celui qui est venu avec... Et subitement, vous dites que quelqu'un qui a autant d'intérêt au Cameroun, il ne peut pas aller se soigner. Quand il meurt, vous dites que non, ce n'est pas vous. Vous ne l'avez pas jugé, vous ne l'avez pas convoqué, il n'y a rien eu. Et il meurt comme ça. Parce que c'est toujours dans la continuité de ceux qui peuvent alimenter le G11, de ceux qui peuvent être autour de Malafa. Parce qu'il y a eu beaucoup de rapports. Et dans ces rapports, il y a d'autres qui sont en train d'être suivis, qui risquent aussi de partir demain ou après-demain. Ali Bachir est sur la liste. D'ailleurs, je peux vous donner plusieurs noms. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit en santé en ce moment. Parce qu'un commando a été choisi pour également aussi l'éliminer parce que eux, ils se disent que non, c'est très dangereux par rapport à la célébrité. Tout ce monde qui peut être célèbre, qui peut être milliardaire au Grand Nord,
je peux vous dire, à part quelques vieux, vous allez les voir disparaître. De façon incroyable, d'ici 2027. Je vous donne l'un des noms, Ali Bachir. Il est dans leur liste. Pourquoi? Parce que je vous avais dit ici qu'il avait quelques acquaintances avec Émile Bangui. Eh bien, on a trouvé immédiatement qu'il était avec lui parce qu'ils veulent renverser le régime. Et que par la suite, maintenant, il est parti au niveau du Damida, de Garoua. Il aurait offert 15 millions là-bas et qu'il est devenu trop célèbre. Ce que lui ne sait pas, c'est comment est-ce qu'il a fait pour perdre la députation. Parce qu'il était l'un des jeunes que beaucoup de gens aimaient ou aiment même dans l'extrême nord. Et on le voyait peut-être jouer un rôle demain ou après-demain. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais non, celui-ci, il est dangereux parce que les jeunes l'apprécient. Ils donnent des tables bancs, ils donnent de l'argent ici, ils donnent des bourses, ils donnent... Tout ça a été établi dans des rapports, des dossiers secrets qu'ils ont transmis dans la liste de la continuité des marafistes. Donc, comme ils ont les franquistes là, ils disent que non, celui-là, il n'est pas trop franc-billard, il n'est pas trop dans le pouvoir, il n'est pas trop ceci, parce qu'ils veulent toujours montrer que dès que tu es contre franc-billard, c'est que tu es contre billard. Et ils savent créer des ennemis, même si tu n'es pas contre franc-billard. Ils t'affublent cette épithète-là. Alors qu'en réalité, ceux qui sont en train de piloter sont derrière là, avec non seulement les services secrets, mais il y a les bombes et tout ça. Il était député. On a préféré faire passer quelqu'un de l'opposition, le bandit qui va souvent en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine là, juste parce qu'il était prévu qu'on devait l'arrêter. Et pour l'arrêter, il fallait qu'il n'ait pas une certaine immunité. Or là, ils ont beaucoup de difficultés sur certains dossiers qui sont en train de monter. Parce que justement, comme d'abord, voilà des gens qui, dans les années... À partir de 2001, quand il est venu au Cameroun, il n'a pas pris de l'argent au Cameroun. Il est revenu comme entrepreneur dans le BTP, dans ceci et cela, comme Dabo est aussi venu. Il a fait des choses. Ils ont apporté quelque chose. Et ils ont soutenu Paul Biya. Malgré le fait que Paul Biya ait décidé d'assassiner des milliers de nordistes suite à l'affaire du coup d'État manqué. Mais c'est les gens qui ont manifesté une certaine fidélité, un certain soutien à Biya, mais qui aujourd'hui sont persécutés, meurent. On vous dit que non, c'est une affaire de justice, de détournement. Mais quels sont ces détournements-là? Quels sont ces détournements? Tout un chacun connaît qui a détourné quoi au Cameroun. Et ils sont là, ils sont riches. Les autres, ce sont des hommes d'affaires plutôt qui ont même soutenu ce régime. On soutenu le RDPC, on financé le RDPC. Aujourd'hui, on est en train de faire une purge. Comme ce qui s'était passé, bien sûr, juste après le coup d'État manqué d'avril 84. Nous prions donc, parce que non seulement Marafa, c'est un journaliste, mais c'est une personnalité qui, bien évidemment, aussi, comme justement on peut le dire, peut encore avoir un rôle à jouer. Et au-delà de ça, nous parlons de ça ne serait-ce que parce que nous sommes convaincus. L'État du Cameroun est allé avec tous ces documents. Les avocats de Marafa sont allés devant l'ONU contre les avocats de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a échoué. On a même demandé qu'on dédommage Marafa. C'est la même chose qui a été faite sur Amadou Vamoké. Comment vous voulez donc que ces gens, l'ONU, les spécialistes, les juristes, vous disent qu'ici il n'y a rien? Libérez-les, dédommagez-les. Mais vous les maintenez en prison. Et vous dites qu'il doit avoir une cohésion sociale. Lorsque les élites d'une même région ne feront que mourir en prison, vous croyez que c'est la paix que vous voulez là? Vous croyez qu'il y a une seule partie
du pays qui doit toujours avoir le pouvoir. Paul Biya, mais attends, ce n'est pas Aïdjo qui t'a fait la peine de balle. Ce n'est pas lui qui t'a fait la passe décisive pour inscrire ton but de 40 ans. Pourquoi tu veux finir? Tous les ressortissants, tous les grands du Grand Nord, oui, ils sont là. Kavaye, il rigole comme ça là. Et tout parce que ce n'est qu'un petit instrument fossilifère de ces régimes agonisants qui malheureusement continuent non seulement à faire de la promotion du sang son meilleur métier, mais aussi en utilisant des trafiquants d'influence et aussi en jouant aux méchants, tout étant complètement absent de ce peuple souffrant. Lui, Paul Biya n'est pas un président qui aime son peuple. Paul Biya est un paysan qui, aujourd'hui, préfère vivre uniquement dans des grands hôtels, mourir au trône et laisser le Cameroun à feu et à sang.